Bonjour, je m'appelle Diane et je suis écologiste. Aujourd'hui, on va parler de la théorie de l'évolution. Peut-être que c'est un mot que vous avez déjà entendu. On peut l'utiliser dans toutes sortes de contextes, par exemple quand les choses deviennent plus grandes, plus vieilles, on va parler d'évolution. Mais l'évolution qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une théorie qui a été développée par M. Charles Darwin. Un bon exemple du type d'évolution qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les chiens. On dit souvent que les chiens descendent du loup. Ça veut dire que l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de votre pitou, c'était un loup. On parle d'évolution parce que de génération en génération, on a sélectionné les loups qui étaient les plus gentils et les plus mignons pour avoir, après plusieurs générations, les chiens qu'on connaît aujourd'hui, qui ressemblent encore à leur ancêtre le loup, mais qui sont quand même bien différents. En fait, tous les animaux qui sont autour de vous aujourd'hui sont le fruit de l'évolution. Si on prend un autre exemple comme la poule ou même tous les oiseaux, eh bien, leur ancêtre à eux, si on remonte il y a très longtemps, il y a plus de 66 millions d'années, eh bien, c'était les dinosaures. Vous ne croyez pas? C'est vrai qu'ils sont bien différents. Alors que le chien et le loup se ressemblent quand même beaucoup, entre la poule et le T-Rex, par exemple, il y a beaucoup de différences. Le T-Rex est gros, il est impressionnant, il a des dents, il fait peur. Puis la poule, c'est une poule. Mais comment est-ce qu'en 66 millions d'années, on est passé du tyrannosaure à la poule? Eh bien, pour ça, il va falloir comprendre les mécanismes de l'évolution. Alors, comment ça fonctionne, l'évolution? Dans Pokémon, c'est assez simple. On prend un Pikachu, on l'entraîne assez fort, on met une pierre électrique dessus et ça devient un Raichu. Dans le monde réel, par contre, ça marche pas exactement comme ça. Je peux pas prendre une grenouille, par exemple, l'entraîner, mettre une pierre d'eau dessus, puis ça va devenir magiquement une tortue. Il faut donc trouver une autre explication. Et cette autre explication-là, c'est Charles Darwin qui va la trouver. Charles Darwin, c'est un naturaliste anglais qui naît en 1809 et qui décède en 1882. Il adore explorer et voyager, et pendant un de ses voyages, il va arriver aux îles Galapagos. Sur les îles Galapagos, il y a toutes sortes d'animaux extraordinaires, comme des oiseaux avec des pieds bleus, des iguanes marins ou encore des tortues géantes. Mais ce qui va particulièrement intéresser Charles Darwin, ce sont les pinsons. Ils n'ont pas des couleurs extraordinaires ou des plumes extravagantes, mais Charles Darwin se rend compte que sur chacune des îles, les pinsons sont un petit peu différents. En fait, sur les îles où il y a beaucoup de graines et de noix à manger, les pinsons ont des gros becs forts pour casser les graines, tandis que sur les îles où il y a beaucoup d'insectes à manger, les oiseaux ont des petits becs fins qui vont leur permettre d'aller chercher et chasser les insectes. Charles Darwin en conclut que les oiseaux sont adaptés à leur milieu. C'est grâce à ces observations qu'il va développer les 3 grandes règles de l'évolution. La première règle, c'est la variation. Ça veut dire que tous les individus d'une même espèce ne sont pas identiques. Ils sont tous un peu différents. Prenons par exemple des pigeons. Même s'ils font tous partie de la même espèce, ils sont tous un peu différents. On peut voir que certains sont plus pâles, d'autres plus foncés, ils n'ont pas tous les yeux de la même couleur ni la même grandeur. Pour les humains, c'est pareil. On est tous différents. Bon, c'est sûr que les jumeaux se ressemblent beaucoup, mais mis à part les jumeaux, dans la classe, vous êtes probablement tous différents. Vous n'avez pas tous les yeux de la même couleur, les cheveux de la même couleur, vous n'avez pas la même grandeur de pied. Vous êtes tous et toutes différentes, même si on fait tous partie de la même espèce. La deuxième règle de l'évolution, c'est l'hérédité. Ça, c'est un mot compliqué qui veut dire que les différences entre les individus sont dans leur gène. Et ces différences-là vont être transmises aux générations futures. Bon, tout ça c'est très compliqué, on va simplifier un petit peu. D'abord, des gènes, c'est quoi? Imaginez que dans chacune de vos cellules, dans chacun des petits blocs Lego de votre corps, il y a un livre. Et à l'intérieur de ce livre-là, il y a les instructions pour vous construire. Donc dans ce livre-là, il est écrit la couleur de vos yeux, la couleur de votre peau, la forme de votre nez, votre grandeur, votre longueur de gros orteils, tout est écrit. Votre livre est construit de la moitié du livre de votre père et de la moitié du livre de votre mère. Et vous, si un jour vous avez un enfant, eh bien vous allez donner la moitié de votre livre. Tout ce qui est écrit dans votre livre, on appelle ça les traits héréditaires. Si on prend l'exemple de Simba dans Le Roi Lion, on voit que la couleur de ses yeux sont héréditaires, il les a reçus de son père. Par contre, c'est pas tout qui est écrit dans votre livre. Par exemple, votre film préféré, il n'est pas écrit dans votre livre. Alors ça va pas nécessairement être le même que vos parents. Si on prend un autre exemple du Roi Lion, Scar, la cicatrice qu'il a sur l'œil, elle n'est pas héréditaire. Donc si jamais il a un enfant, son enfant,
il n'y aura pas de cicatrice sur l'œil parce que c'était pas écrit dans son livre à Scar. Alors Scar peut pas donner sa cicatrice à son enfant parce que c'est pas écrit dans son livre. Enfin, la troisième et dernière règle de l'évolution, c'est l'adaptation. L'adaptation, ça veut dire que les individus mieux adaptés à leur environnement vont mieux se reproduire et vont mieux transmettre leurs gènes que les autres. Ça veut dire que si un animal est bien adapté à son milieu, il va faire plein de bébés, donc il va transmettre son livre. Au contraire, si un animal est mal adapté à son milieu, il va probablement mourir et même pas transmettre son livre. Prenons par exemple les renards. Au sud du Québec, on a une espèce de renard qui s'appelle le renard roux. Il est très adapté à son milieu. Avec son pelage roux, il est capable de se cacher entre les branches et les feuilles mortes. Son pelage est assez chaud pour résister à l'hiver, mais pas trop chaud non plus, parce qu'il doit aussi résister à l'été. Par contre, si on prend notre renard roux et qu'on l'envoie en Arctique, est-ce que vous pensez qu'il va être heureux là? Pas vraiment, hein? Il fait trop froid pour lui, et puis il n'a pas la bonne couleur. Par contre, en Arctique, il y a une autre sorte de renard qui est très bien adapté à son milieu à cet endroit-là. C'est le renard arctique. Le renard arctique, en été, il est gris foncé pour se cacher entre les cailloux, mais en hiver, il devient tout blanc pour se cacher dans la neige. Il a aussi une grosse fourrure bien chaude et des toutes petites oreilles. Ces toutes petites oreilles lui servent à garder sa chaleur. S'il avait des très très grandes oreilles, eh bien toute sa chaleur se dissiperait par ses oreilles et puis il aurait très froid. Mais avec des toutes petites oreilles, il est capable de garder toute sa chaleur proche de son corps. Si on reprend notre renard roux et puis qu'on l'envoyait dans le désert, il serait pas très heureux non plus, il serait pas très bien adapté. Par contre, il y a un renard qui vit dans le désert, c'est le fennec. Et puis on voit que le fennec est très bien adapté à son environnement. Il a un pelage couleur sable et il a de très très grandes oreilles qui vont lui permettre de dissiper sa chaleur, donc d'enlever la chaleur de son corps pour avoir moins chaud. Donc on voit que chaque espèce de renard est adaptée à son environnement. On ne peut pas les mélanger et les mettre dans l'environnement des autres parce qu'ils n'arriveraient pas à survivre dans les autres environnements. Évidemment, les adaptations prennent beaucoup de temps. Et puis si on voulait voir l'évolution, la filmer, eh bien on s'ennuierait beaucoup parce que ça prend des générations et des générations et des générations. Heureusement, on a un modèle pour nous aider. Et ce modèle-là, je l'ai appelé les Gorlax. Les Gorlax, c'est des petits monstres qui habitent sur une île. Et puis ces monstres-là vont nous être utiles afin de mieux comprendre comment fonctionne l'évolution. Est-ce que vous voulez faire évoluer les Gorlax avec moi? On y va. Imaginons une île sur laquelle il y a plein de Gorlax. Je vous en ai mis 8 ici, mais on peut imaginer qu'en fait, il y en a tout plein. Comme vous pouvez voir, les Gorlax sont tous différents. Il y a de la variation dans l'espèce des Gorlax. Ils n'ont pas tous la même longueur de jambes, ils n'ont pas tous la même longueur de cornes, certains ont un petit peu de poils sur la tête, certains ont une longue queue, d'autres ont une petite queue, certains ont beaucoup de dents, d'autres ont moins de dents, et même certains ont un genre de petit bec dur en verre autour de leurs dents. Un jour, sur l'île des Gorlax apparaissent des lions. Ce sont des prédateurs et ils vont essayer de manger nos Gorlax. Alors, dans les Gorlax, certains vont être plus faciles à attraper que d'autres. Est-ce que vous pouvez deviner lesquels? Ceux qui ont de petites jambes vont courir moins vite que ceux qui ont des grandes jambes. Donc, ceux qui ont des petites jambes vont se faire manger par les lions, alors que ceux qui ont de grandes jambes vont survivre. Donc, notre premier Gorlax, il survit. Notre deuxième survit aussi, mais le troisième, malheureusement, se fait manger. Le quatrième survit, le cinquième se fait manger, le sixième survit, le septième et le huitième se font manger. Ces Gorlax-là vont faire partie de notre génération 1 de Gorlax. Ils vont se reproduire entre eux et faire des bébés. D'après vous, les bébés de ces Gorlax-là, est-ce qu'ils vont avoir des petites jambes ou des grandes jambes? Voyons voir. Alors, les bébés de nos Gorlax, ils ont tous des longues jambes, parce que les longues jambes, c'est un trait héréditaire. Il était écrit dans le livre des parents Gorlax. Donc, ils ont donné ce bout de livre à leurs enfants, et leurs enfants ont tous des longues jambes. On a ici 8 nouveaux Gorlax avec des longues jambes, mais encore une fois, on peut imaginer qu'en fait, il y en a plein des nouveaux Gorlax. Ces nouveaux Gorlax-là, ils sont capables de survivre au lion. Ils sont capables de fuir le lion, donc ils survivent bien. Donc, tout va bien chez nos Gorlax, mais un jour, sur l'île des Gorlax, il y a une pénurie d'insectes. Nos Gorlax, habituellement, ils mangent des insectes. Mais là, il n'y en a plus. Il faut qu'ils trouvent autre chose à manger. Sur l'île des Gorlax, il y a aussi des noix. Mais les noix, elles sont dans une coque qui est très dure et il faut réussir à la casser. On a des Gorlax qui vont réussir à casser ces noix-là
facilement et d'autres qui n'y arriveront pas. Les Gorlax qui vont réussir à casser les noix, d'après vous, c'est lesquels? C'est ceux qui ont un bec. Donc, malheureusement, notre premier Gorlax ne survivra pas. Le deuxième, qui a un bec, va survivre. Le troisième aussi. Le quatrième ne survivra pas. Le cinquième survit parce qu'il a un bec. Le sixième ne survit pas. Le septième survit. Et le dernier ne survit pas. Nous avons donc 4 Gorlax qui ont survécu. On va les appeler les Gorlax de la génération 2 et eux aussi vont faire des bébés entre eux. D'après vous, les bébés de nos nouveaux Gorlax, ils vont avoir des longues jambes ou des petites jambes? Et puis, est-ce qu'ils vont avoir un bec ou pas de bec? Voyons voir. On a à présent 8 nouveaux Gorlax, c'est les bébés de nos derniers Gorlax, et comme on peut le voir, ils ont tous de longues jambes et des becs, ce qui leur permet de survivre aux lions et de manger des noix. Donc tout va bien pour notre nouvelle génération de Gorlax. Mais un jour, sur l'île des Gorlax, il arrive une ère glaciaire. Il se met à faire très froid sur l'île des Gorlax. D'après vous, quels Gorlax vont survivre à l'ère glaciaire? Et oui, ceux qui ont du poil. Donc, notre premier et notre deuxième Gorlax ne survivent pas à l'ère glaciaire. Notre troisième et quatrième Gorlax survit. Notre cinquième aussi. Le sixième ne survit pas. Bon, il a un petit peu de poil sur la tête, mais malheureusement, ce n'est pas assez pour survivre à une ère glaciaire. Le septième Gorlax survit, mais le huitième ne survit pas. Nous avons donc 4 Gorlax qui vont survivre à l'ère glaciaire et qui vont pouvoir eux aussi faire des bébés. Ces Gorlax, on va les appeler les Gorlax de la génération 3. Donc, nos Gorlax de la génération 3 vont faire des bébés. D'après vous, ces bébés-là, est-ce qu'ils vont avoir des longues jambes ou des petites jambes? Un bec ou pas de bec? Des poils ou pas de poils? Donc, nos Gorlax de nouvelle génération ont des longues jambes, un bec et du poil. Ils peuvent donc survivre aux lions, ils peuvent manger des noix et ils peuvent survivre à l'ère glaciaire. Donc tout va bien pour nos nouveaux Gorlax. Il nous reste cependant une dernière forme de sélection naturelle à voir. Ce type de sélection naturelle-là, ça s'appelle la sélection sexuelle. Oui, je sais, j'ai dit le mot sexe. La sélection sexuelle, qu'on pourrait aussi appeler sélection amoureuse, c'est la sélection que certains individus font basée sur des critères physiques. Par exemple, chez les paons, les mâles ont de magnifiques plumes. Ces plumes-là, elles ne leur servent pas à mieux se nourrir ou à se défendre contre les prédateurs. La seule fonction des belles plumes des mâles chez les paons, c'est d'être très beaux. Et en étant très beaux, ils vont attirer les femelles. Donc, les paons qui ont les plus belles plumes, ce sont eux qui vont se reproduire, qui vont faire le plus de bébés, qui vont le plus transmettre leurs livres aux prochaines générations. Chez les Gorlax, il y a aussi une sélection amoureuse, et cette sélection, elle se fait sur les cornes. Les Gorlax préfèrent les grandes cornes. Donc, les Gorlax qui ont de grandes cornes sont considérés comme les plus beaux, et c'est eux qui vont être capables de faire le plus de bébés. Les Gorlax qui ont des petites cornes vont être considérés comme moins beaux, et ils ne vont pas transmettre leurs livres aux prochaines générations. Donc, dans nos 8 Gorlax, lesquels vont donner leurs livres à la génération suivante? Le premier va transmettre son livre parce qu'il a des grandes cornes. Le deuxième et le troisième ont des petites cornes, donc ils ne transmettront pas leurs livres. Le quatrième et le cinquième ont des grandes cornes et vont transmettre leurs livres. Le sixième a des petites cornes, donc il ne transmettra pas son livre. Le septième a des grandes cornes, il va transmettre son livre. Et le huitième, malheureusement, ne transmettra pas son livre. Voici donc notre dernière génération, la 4e génération de Gorlax. Si on compare un Gorlax de génération 1 à un Gorlax de génération 4, on se rend compte qu'ils sont très différents. Les Gorlax de génération 1 avaient des petites jambes, alors que les Gorlax de génération 4 ont des grandes jambes. Les Gorlax de génération 1 avaient des dents, alors que les Gorlax de génération 4 ont un bec. Les Gorlax de génération 1 n'avaient pas de poils, alors que les Gorlax de génération 4 ont du poil. Et finalement, les Gorlax de génération 1 avaient des petites cornes, alors que les Gorlax de génération 4 ont des grandes cornes. Les Gorlax de génération 4 sont donc très différents des Gorlax de génération 1. En fait, ils sont tellement différents qu'on pourrait dire que c'est une nouvelle espèce. Alors, pour résumer, pour que l'évolution fonctionne, ça nous prend 1. De la variation. Il faut que les individus d'une même espèce soient différents les uns des autres. Ça nous prend 2. L'hérédité. Il faut que les individus puissent
transmettre leurs gènes aux générations futures, qu'ils puissent transmettre leurs livres à leurs enfants. Et ça nous prend 3, l'adaptation, c'est-à-dire que les individus les mieux adaptés à leur environnement sont ceux qui vont survivre et transmettre leurs livres aux générations futures. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est à ce moment-là qu'on revient à notre histoire de tyrannosaures et de poulets. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que les oiseaux, c'est les descendants des dinosaures? Regardons ça d'un peu plus près. Voici un arbre phylogénétique. C'est comme un arbre généalogique, mais à la place de mettre vous, vos parents, vos arrière-grands-parents, on met des espèces. Chaque nœud, chaque division correspond à un ancêtre commun. Si on prend l'exemple de l'arbre généalogique, l'ancêtre commun entre vous et votre frère ou votre sœur, ce sont vos parents. Et puis l'ancêtre commun entre vous et vos cousins ou cousines, ce sont vos grands-parents. Donc, sur un arbre phylogénétique, c'est un peu la même chose, mais avec des espèces. On peut donc dire qu'il y a un ancêtre commun entre les dinosaures et les ptérosaures et les crocodiles. Par contre, les crocodiles ne sont pas eux-mêmes des dinosaures. C'est la même chose pour les ptérosaures d'ailleurs. Ils ont un ancêtre commun avec les dinosaures, mais ils ne sont pas eux-mêmes des dinosaures. En fait, les dinosaures, ça commence juste après. Et tout ce qui descend de cet embranchement-là est considéré comme un dinosaure. Dans l'embranchement des dinosaures, on a donc tous les dinosaures que vous connaissez, comme les tricératops ou les sauropodes, les tyrannosaures, les vélociraptors, mais aussi les archéoptérix, les énantiornicès, les ichthyornis et les avès, autrement dit, les oiseaux d'aujourd'hui. Mais tout ça, ça répond pas à la question de comment est-ce qu'un tyrannosaure s'est transformé avec le temps en poulet. Si on remonte notre arbre phylogénétique dans l'autre sens, c'est un peu plus clair. Les oiseaux qu'on connaît aujourd'hui ont un ancêtre commun avec les ichthyornis. Comme on peut le voir, les ichthyornis ressemblent déjà beaucoup aux oiseaux. Ils ont des plumes, des ailes, des pattes d'oiseau et un bec. Par contre, ils ont aussi des différences, notamment leurs dents. L'ichthyornis a un ancêtre commun avec l'Enantiornicès. Comme on peut le voir, l'Enantiornicès et l'ichthyornis se ressemblent beaucoup. Les deux ont des ailes et des plumes, et les deux ont aussi des pattes qui ressemblent beaucoup aux pattes des oiseaux d'aujourd'hui. L'Enantiornicès a des dents, mais aussi quelque chose qui commence vraiment à ressembler à un bec. Si on compare l'Enantiornicès avec l'Archéoptérix, qui ont ensemble un ancêtre commun, on se rend compte que l'Enantiornicès et l'Archéoptérix se ressemblent beaucoup. Les deux ont des plumes et des ailes, une forme semblable et même des pattes qui se ressemblent beaucoup. Le problème arrive un peu plus loin, entre l'Archéoptérix et le Vélociraptor. Les deux ont un ancêtre commun, ils devraient donc se ressembler. Mais lorsqu'on regarde les vélociraptors des films Jurassic Park et Jurassic World ou l'Archéoptérix, eh bien on se rend compte qu'ils sont bien différents. Alors que l'Archéoptérix a des plumes, eh bien le vélociraptor n'en a pas. Même chose pour le tyrannosaure. Le tyrannosaure ne ressemble vraiment pas du tout à l'Archéoptérix. Mais la plus grosse différence entre toutes ces images-là, c'est que les images de l'Ichthyornis, de l'Enantiornicès et de l'Archéoptérix ont été faites par des spécialistes en dinosaures, des paléontologues, tandis que le vélociraptor et le tyrannosaure, eux, ont été faits par des spécialistes du cinéma. Et au cinéma, on ne vous montre pas toujours la vérité. Si, à la place de mettre des images de Jurassic Park et de Jurassic World, j'avais mis des images qui avaient été faites par des spécialistes des dinosaures, eh bien notre tyrannosaure et notre vélociraptor y ressembleraient plutôt à ça. Bon, c'est un peu moins impressionnant, je vous l'accorde, mais c'est beaucoup plus réaliste. Et on se rend bien compte qu'en fait, l'Archéoptérix et le vélociraptor, ils se ressemblent pas mal en fait. On vient donc de résoudre le mystère de pourquoi est-ce que l'ancêtre de nos poulets, c'est le Tyrannosaure Rex. Évidemment, tout ça s'est pas fait en quelques semaines. Entre les oiseaux d'aujourd'hui et le Tyrannosaure Rex, eh bien, il y a 66 millions d'années. Ça fait 66 millions d'années pour évoluer. Mais ça veut aussi dire que les dinosaures, ils n'ont pas vraiment disparu. Ils sont dans votre cour. Dans mes différents emplois en tant qu'écologiste, j'ai travaillé avec toutes sortes d'animaux et de plantes, et des fois j'ai ramené quelques souvenirs. Je vais vous en montrer quelques-uns. Ici, j'ai une vertèbre. C'est pas la vertèbre de n'importe quel animal, c'est une vertèbre de phoque. Les vertèbres, c'est les os de notre colonne vertébrale.
J'ai déjà travaillé dans un laboratoire où on identifiait ce que mangeaient des morues, des gros poissons. Quand on n'était pas sûr de l'animal qu'on avait trouvé dans l'estomac d'un des poissons, eh bien on le gardait dans une fiole pour mieux l'identifier par la suite. Ici, j'ai un petit poisson qu'on avait trouvé dans un estomac de morue, et après identification, il s'est avéré que c'était un unernac, un petit poisson dont le nom vient de l'Inuktitut. Quand on avait vraiment trop de difficultés à identifier un poisson, par exemple parce qu'il était trop digéré, on allait regarder les otolithes. Les otolithes, c'est des os spéciaux, à peu près à la hauteur des oreilles, qui nous permettent d'identifier les poissons et même de donner leur âge. Ici, j'ai des otolithes d'un poisson qui s'appelle le 4 lignes atlantique. Ici, j'ai une peau de raton laveur juvénile. Ce raton laveur-là a été frappé par une voiture. On l'a retrouvé sur le bord de la route par la suite. Malheureusement, les animaux sauvages se font souvent frapper par les voitures sur le bord de la route. Durant mes études pour devenir écologiste, j'ai fait une recherche sur une plante qui s'appelle le treille rouge. Cette plante-là, elle se fait manger par le cerf de Virginie. Pour faire ma recherche, j'ai placé des caméras espions dans la forêt pour espionner les cerfs et voir s'ils mangeaient beaucoup de treilles ou pas beaucoup de treilles. Grâce à ces caméras-là, j'ai pu observer plein de choses dans la forêt. Et j'ai fait des vidéos. Et j'aimerais finir ma présentation en vous montrant une vidéo des meilleurs moments captés sur caméra au Mont Mégantic. Vous êtes prêts?